Je vous demande donc de me condamner à mort parce que ce sera plus confortable pour moi. Bienvenue au palais de justice du comté de Hillsborough. L'homme que vous venez d'entendre supplier qu'on le tue est Steven Lorenzo, un meurtrier de 64 ans, responsable d'une paire de meurtres qui ont semé la terreur dans la communauté de Tampa. Il est également accusé d'avoir drogué, torturé, violé et démembré les deux hommes. Les détails des meurtres de Jason Galehouse, 26 ans, et de Michael Wachholz ont choqué toute la région de Tampa Bay lorsqu'ils se sont produits. Steven Lorenzo et son complice, Scott Schweikert, ont abusé sexuellement, drogué, violé et assassiné les deux victimes à la sortie d'une boîte de nuit de Tampa en 2003. Au cours du procès, Lorenzo a affirmé que la nuit fatidique où Jason Galehouse et Michael Wachholz sont morts, lorsqu'il les a rencontrés dans le club, ils avaient prévu de se droguer et d'avoir des rapports sexuels en groupe avec deux autres hommes qui pratiquaient le bondage. Lorenzo prétendait être un maître du bondage, et son complice, Scott Schweikert, voulait en devenir un lui aussi. Ils ont donc convaincu les deux hommes de participer à une vidéo de bondage avec eux. Mais les choses ont empiré par la suite. Voici ce que Lorenzo a dit à propos de ce qui s'est passé par la suite. Soyez très attentifs. Quoi qu'il en soit, il a perdu le contrôle, le gamin a commencé à crier et à s'énerver. On a fait la vidéo et on lui a mis un masque à gaz parce qu'il ne voulait pas être identifié pendant qu'on le filmait. C'est pour ça qu'on a mis le masque à gaz. Nous avons réalisé que le gamin allait probablement appeler la police contre nous tous. Nous avons donc organisé un pow-wow et nous avons dit « Ce gamin ne peut pas partir ». Ils ont ensuite transporté le corps de Galehouse dans le garage de Lorenzo, où ils l'ont démembré à l'aide d'une scie électrique. Ils ont mis les parties du corps dans des sacs et les ont déposés dans des poubelles dans toute la ville. Ces restes n'ont jamais été retrouvés. Ils ont placé le corps de Wachholz à l'arrière de sa Jeep Cherokee et l'ont conduit jusqu'à un complexe d'appartements dans le comté de West Hillsborough, où ils l'ont abandonné. L'ADN des deux hommes se trouvait sur des objets que les agents ont ensuite trouvés lors de perquisitions au domicile et dans le garage de Lorenzo. Plusieurs photos d'hommes ont également été trouvées, les montrant ligotés et battus. L'une d'entre elles montrait Wachholz gisant inconscient sur le sol du salon de Lorenzo. Ces meurtres, les disparitions fortuites d'autres hommes dans la région de Tampa Bay, ainsi que l'apparition de plusieurs autres personnes ayant avoué avoir été droguées et agressées sexuellement, ont fait craindre à l'époque qu'un tueur en série ne s'en prenne à la communauté gay. À l'époque des faits, en 2003, Lorenzo a été initialement accusé et reconnu coupable par un tribunal fédéral d'avoir utilisé du gamma-hydroxybutyrate, ou GHB, une drogue bien connue du viol, pour faciliter des crimes de violence sexuelle. Parmi les victimes figuraient d'autres hommes qui l'avaient agressé, ainsi que Galehouse et Wachholz. Après avoir initialement plaidé non coupable, 19 ans après le crime, Lorenzo a déposé une lettre de 147 pages demandant la peine de mort pour ses crimes. Le meurtrier, âgé de 64 ans, a plaidé coupable à la surprise générale pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et a également annoncé qu'il ne voulait pas qu'un jury décide de son sort, ni qu'il présente des preuves ou des témoignages susceptibles de s'opposer à la peine capitale. En d'autres termes, il voulait mourir. Le juge, après avoir évalué que la décision de Lorenzo avait été prise de manière intelligente et volontaire, a accepté son plaidoyer de culpabilité. Les rapports d'un médecin ont révélé que Lorenzo souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, qu'il présentait une hypersexualité après une lésion cérébrale traumatique et qu'il montrait des signes de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Il a également été prouvé que Lorenzo avait subi des violences domestiques et sexuelles dans son enfance et dans certaines de ses relations à l'âge adulte. Le juge a estimé que certaines de ces informations étaient crédibles, mais il a conclu qu'elles ne pesaient pas de manière significative contre une condamnation à mort. Au cours des audiences, Lorenzo a refusé le droit à un avocat et a choisi de se représenter lui-même, une position courante chez les tueurs en série. Voici ce que le juge avait à dire à ce sujet. Monsieur Lorenzo, vous vous êtes représenté vous-même procès. Dans le cadre de cette procédure, tout au long de nous avons eu plusieurs discussions à ce sujet. Les règles exigent que, à chaque étape importante de la procédure, que je vous réoffre un conseil. Vous serez condamné ce matin. Je pense qu'il s'agit là d'une partie très importante de votre procédure. Le juge lui offre un conseil juridique une dernière fois avant le prononcé de la sentence. Voulez-vous que je désigne M. Gonzalez pour vous représenter aujourd'hui? Avant d'annoncer la sentence dans votre cas, excusez-moi, non, ça va, merci. D'accord, je voulais juste vous faire cette offre. Vous représentez-vous donc, procès? Prêt à partir ce matin? Oui, sans aucun doute. Alors que la sentence est sur le point d'être prononcée, Lorenzo lève la main et demande 5 minutes pour parler au juge et à la cour. Lorenzo? Oui, vous levez la main. Est-ce que je peux dire quelque chose avant la sentence? Je vous en donne l'occasion. Oui, monsieur. Très bien. J'aimerais prendre 5 ou 7 minutes de votre temps, si vous le voulez bien. Je vous demanderai d'essayer de le résumer aussi rapidement que possible. Ok.
Il a utilisé les 2 premières minutes de son temps de parole pour remercier les personnes qui faisaient partie de son équipe de défense, allant même jusqu'à remercier les procureurs. Oui, j'aimerais que vous sachiez que je n'ai aucune animosité à votre égard. Vous avez fait votre travail et vous avez fait un très bon travail de poursuivre cette affaire. Je tiens donc à vous en remercier, parce que j'apprécie l'équité dont vous faites preuve à mon égard, et c'est ce que j'apprécie dans cette vie. Je suis le méchant, tu es le gentil. Peut-être que lors de la prochaine vie, les rôles seront inversés. Avant de formuler sa demande, il remercie poliment le juge d'avoir présidé son affaire. Et je tiens à remercier le juge, parce que vous avez fait preuve d'une incroyable tolérance et de la patience et de l'équité à mon égard, alors que j'ai trébuché tout au long de ce processus, et je veux apprécier cela. Je veux que vous sachiez que je tiens à ce que cela figure au procès-verbal de la Cour suprême de Floride. Il demande alors à être condamné à la peine de mort, estimant que ce sera beaucoup plus confortable pour lui, en tant que vieil homme, que de pourrir dans le système judiciaire fédéral. Je demande la peine de mort. C'est dans mon intérêt, parce que c'est un confort. Je vivrai beaucoup plus confortablement que je ne le ferais. Dans le système fédéral, vivre dans le couloir de la mort, croyez-le ou non. Il a comparé la peine de mort à l'euthanasie, affirmant que tout le monde est condamné à mort dès sa naissance, et que le juge ne ferait qu'accélérer sa propre condamnation à mort en le plaçant dans le couloir de la mort. Je vous demande donc de me condamner à la peine de mort, parce que ce sera plus confortable pour moi de vivre ma vie. Je sais que je peux rester dans le couloir de la mort pendant 10 ou 15 ans, ce qui me semble fou, mais d'après ce que je vois, ce n'est que de l'euthanasie. J'ai déjà été condamné à mort. Toutes les personnes présentes dans cette salle sont condamnées à mort. Il a ensuite donné la raison la plus étrange de vouloir aller dans le couloir de la mort. Steven Lorenzo pense que lorsqu'il mourra, il se réincarnera et reviendra dans un autre corps à écouter. Plus vite, je serai euthanasié. En ce qui me concerne, plus vite je peux aller, plus vite je peux aller. Je me fais un nouveau corps et je reviens avec un nouveau corps. C'est ainsi que je vois les choses, car c'est ainsi qu'elles sont. C'est ainsi que fonctionne le spirituel. Nous sommes des êtres éternels. Donc, pour moi, plus vite je l'euthanasie, plus vite je le fais, plus vite je reviendrai. Le juge, étonné par la demande de l'homme, se demande s'il ne s'agit pas d'une forme de psychologie inversée, mais il ne se laisse pas déconcerter par la sentence. Et je ne sais pas si, ce que vous dites est peut-être une forme de psychologie inversée, ou est-ce que je m'en préoccupe? Je ne tiendrai pas compte de ce que vous voulez en prononçant ma sentence. Je sais alors d'accord. Je suis donc prêt à poursuivre. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je suis plutôt bon. J'ai hâte d'en finir avec cette affaire. Le juge a brièvement poursuivi le prononcé de la peine. Je vous condamne, monsieur Lorenzo, à la peine de mort. C'est le châtiment que vous méritez pour ces crimes horribles. Le juge l'a condamné à mort et l'a transféré à l'administration pénitentiaire pour exécution. Bienvenue à la Cour supérieure du comté de Newton pour cette affaire très tragique et grotesque. Chris McNabb, 27 ans, a tué sa fille de 2 semaines, Kalia McNabb, et l'a mise dans un sac de sport. Il a été inculpé de 8 chefs d'accusation, dont ceux de meurtre avec préméditation, d'homicide volontaire, de coups et blessures graves et de dissimulation de décès. La petite Kalia est née prématurément le 23 septembre et ne pesait que 5 livres. Le procureur Leila Ashzone a déclaré « Cet enfant était condamné dès qu'elle a quitté l'hôpital ». Elle a ajouté « Lorsqu'elle a été transportée hors de l'hôpital par 2 personnes, malheureusement Courtney Bell et Chris McNabb, son destin était pratiquement scellé. » La relation entre Chris McNabb et Courtney Bell était très toxique et ponctuée de drogue, de violences conjugales et de tout autre vice auquel un enfant de 15 jours ne devrait pas être exposé. Et en fin de compte, la petite Kalia en a payé le prix. McNabb et Bell ont d'abord signalé la disparition de Kalia de leur maison au Eagle Point Trailer Park à Covington, en Géorgie, un samedi matin. Ils ont déclaré aux agents qu'elle allait bien lorsqu'ils l'ont nourrie et ont changé ses couches à 5 heures du matin, mais 5 heures plus tard, elle avait disparu. Bell et lui ont affirmé s'être endormis vers 5 heures ce matin-là, s'être réveillés à 9h30 avec un message du père de McNabb, alors que Kalia et leur fille Clarissa, âgée de 2 ans, étaient toujours saines et sauves, et s'être de nouveau réveillés vers 10h30 avec le bambin qui criait « Sissi est parti! Sissi est parti !» Les enregistrements des profils et des chats sur Facebook montrent cependant que McNabb a modifié une photo de profil juste avant 6 heures du matin et a envoyé des messages à une femme à 9h42. La police a déclaré que toute la situation était suspecte et l'affaire est passée d'une disparition d'enfant à un homicide. Le bébé a été retrouvé mort par une équipe de recherche dans les bois dimanche. Elle a été trouvée enveloppée dans un t-shirt et une couverture qui proviendrait de la résidence des McNabb et qui ont été placés dans un sac à cordon identifié comme étant celui de M. McNabb.
Ce dernier a ensuite placé le sac sous un tronc d'arbre à environ un quart de mile de son domicile dans le comté de Newton. Après que le corps de la petite Kaylia a été retrouvé, il a été transporté au bureau du coroner, au siège du Georgia Bureau of Investigation, où une autopsie a été pratiquée afin d'identifier l'enfant et de déterminer la cause exacte du décès. Selon le mandat, l'examen médico-légal a montré qu'elle était décédée d'un traumatisme crânien par objet contondant. Chris McNabb a frappé sa petite fille avec un objet inconnu. Le mandat précise que cet acte a gravement défiguré le crâne de la victime et l'a irrémédiablement endommagé. Le mandat indique également que Chris McNabb a enveloppé le corps de sa fille dans un t-shirt et une couverture avant de la mettre dans un sac à cordon et de la cacher dans les bois. Belle, désemparée, a été emmenée au siège de la police où elle a fait une déclaration avant d'être relâchée, alors que le père de l'enfant était porté disparu. La police s'est mise à la recherche de McNabb dimanche soir, après qu'il ait été déclaré personne d'intérêt. Selon les rapports, McNabb se trouvait dans la voiture de sa petite amie lorsqu'il a appris que le corps de sa fille avait été retrouvé. Il aurait sauté de la voiture à l'intersection de l'autoroute 36 et de la route de contournement de Covington et se serait enfui. Les autorités l'ont ensuite retrouvé dans une station-service où ils l'ont immédiatement arrêté pour violation de la probation. Le procureur Leila Zone a fait valoir la solidité des preuves dans cette affaire après que les avocats de la défense les ont qualifiées de faibles et de circonstancielles. Elle a noté qu'en effet, une grande partie des preuves étaient circonstancielles, mais elle a également noté que les preuves circonstancielles et directes ont le même poids en vertu de la loi. Elle a déclaré « La défense qualifie cette affaire de faible parce qu'il n'y a pas de preuves, mais le bébé a été retrouvé dans le sac de Chris avec ses vêtements. C'est une preuve. C'est une preuve très forte, très puissante. » Elle a ajouté « Quelles sont les preuves dans cette affaire? Il faut savoir distinguer la forêt des arbres. Regardez toutes les preuves. Vous voyez une forêt au lieu d'arbres individuels. Toutes les preuves sont juste devant vous. Il a sauté de la voiture, son sac, c'est votre sac. Ce sont vos vêtements dans le sac et votre cachette, les bois. » Les procureurs ont fait valoir que McNabb était un père négligent et un partenaire violent au tempérament court et ayant une affinité pour le mensonge, qui s'est emporté contre son enfant en pleurs, l'a tué et a essayé frénétiquement de dissimuler son crime. Sa compagne, Courtney Bell, a été reconnue coupable de 3 chefs d'accusation, dont celui de meurtre au second degré. Courtney Bell a reconnu que sa consommation de méthamphétamine était une maladie. « Mais j'ai essayé d'être une bonne mère. J'aime mes bébés », a-t-elle déclaré. « Vous avez choisi la méthamphétamine et McNabb plutôt qu'un bébé », a rétorqué le juge. « Écoutons les échanges. Toutes ces choses, et vous avez choisi la méthamphétamine et McNabb plutôt qu'un bébé. C'est une maladie, mais j'ai essayé d'être une bonne mère. J'aime mes bébés. » Tout au long de la procédure, Zone a souvent fait valoir que McNabb, un toxicomane avoué qui frappait fréquemment Bell, pouvait être le seul responsable de la mort de Kaylia. La mère a été inculpée de meurtre au second degré, ce qui a permis à McNabb de tuer leur enfant. Vous avez créé un environnement qui a provoqué vos enfants doivent passer au second plan, et M. McNabb doit être placé en première position. Alors que l'État assis là se ferme, ils utilisent l'exemple d'un serpent à sonnette jeté dans une pièce. Tout au long de la procédure, McNabb a tenu bon et a clamé son innocence. Lorsque le juge lui a accordé du temps pour parler, il a dit qu'il avait beaucoup de choses en tête. Regardez sa diatribe. « J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je ne pourrai pas en dire la moitié. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. C'est ce que j'ai toujours soutenu. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été autorisées à être dites. Cela n'aurait jamais dû être autorisé à être dit. Cela n'a absolument rien à voir avec l'affaire et ce qui a été dit. » Il a également déclaré que le fait qu'il ait commis des violences domestiques à l'encontre de sa femme ne signifiait pas qu'il aurait commis des violences domestiques à l'encontre de ses enfants. Cet argument n'est pas tout à fait valable, Monsieur McNabb. Écoutons ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes de violence domestique avec son conjoint. Cela ne veut pas dire qu'ils mettraient la main sur leurs enfants. Ce qui a également été largement prouvé. Que je n'ai jamais touché mes enfants d'une manière préjudiciable, quelle qu'elle soit. Je n'ai jamais fait de mal à mes enfants. Je n'ai même pas entendu ce qu'il disait. Que je lui ai fait quoi que ce soit devant les enfants. McNabb a continué sa diatribe, mentionnant également qu'il avait été maltraité dans son enfance, mais qu'il ne ferait jamais cela à ses propres enfants. Je ne comprends pas comment on peut déclarer quelqu'un coupable de faire quelque chose à un bébé de 15 jours, parce qu'il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit. Sur le fait que je pose mes mains sur mes enfants, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, je n'y crois pas. J'ai été battu dans mon enfance, et je ne suis pas du tout d'accord avec cela, et je ne le ferai jamais. Après avoir écouté l'accusé, le juge pose astucieusement une question innocente, mais qui décide essentiellement du sort de l'accusé. Je pourrais faire beaucoup de commentaires sur ce que vous dites, je peux faire beaucoup de commentaires sur le procès.
Mais je sais que cela reviendrait à se disputer avec vous. Ou de parler avec vous. Je vous poserai une question simple. Vous prétendez être innocent, alors dites-moi, quelle peine devrait être infligée à l'homme ou à la femme qui, selon vous, a commis ces actes? L'accusé pensait qu'on lui posait une question hypothétique innocente, mais il était loin de se douter qu'il indiquait par inadvertance au juge la peine qu'il devrait recevoir. Si jamais vous découvrez qui a fait ça, il mérite d'être envoyé en prison. D'accord, il devrait donc être condamné à la peine maximale? Sans aucun doute. Le juge procède ensuite à l'application du marteau de la justice, marteau qui lui a été remis ironiquement par l'accusé lui-même. Sur le crime d'homicide volontaire, je vous condamne à la réclusion à perpétuité et à l'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Sur la dissimulation de la mort d'autrui, je vous condamne à 10 ans d'emprisonnement consécutif ou après. Premier compte. Comprenez-vous chacune de vos phrases? Sa compagne, Courtney Bell, a été reconnue coupable de meurtre au second degré et de cruauté envers les enfants. Elle a été condamnée à une peine de 30 ans, dont 15 ans de prison et 15 ans de mise à l'épreuve, ainsi qu'à une autre peine de 10 ans de prison à purger en même temps que les autres chefs d'inculpation pour avoir contribué à la dépendance d'un mineur. Cette condamnation a été récemment annulée par la Cour d'appel de Géorgie, la deuxième plus haute juridiction de l'État. La condamnation pour meurtre de Madame Bell a été annulée après qu'elle a fait valoir que les preuves étaient insuffisantes dans son cas. En annulant la condamnation de Courtney Bell pour meurtre au second degré, la Cour d'appel a estimé qu'il n'a pas été prouvé que Bell a directement causé à la victime une douleur cruelle et excessive en lui infligeant un traumatisme contondant à la tête, qu'elle a poussé quelqu'un d'autre à commettre l'acte, qu'elle a aidé ou encouragé à commettre l'acte, ou qu'elle a conseillé, encouragé, engagé, conseillé ou procuré quelqu'un pour qu'il commette l'acte. En outre, la Cour a estimé que, puisque les preuves pour condamner Bell pour meurtre au second degré n'étaient pas suffisantes, les preuves pour la condamner pour cruauté envers les enfants n'étaient pas non plus suffisantes. Le même argument a été utilisé par Chris McNabb, mais en vain. Les deux accusés avaient été jugés pendant toute la semaine précédente dans le comté de Newton. Le jury n'a délibéré qu'une heure environ après les plaidoiries, et le juge a condamné McNabb à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Je tiens à préciser que je ne l'ai pas jugé. Vous savez que je sais que Dieu est le seul juge que nous ayons. Je viens de fixer le rendez-vous. Nous sommes dans le Michigan, au palais de justice du comté de Saginaw, pour une condamnation assez particulière. Il s'agit de Steven Sandison, 51 ans, un homme qui purge actuellement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir assassiné sa petite amie en 1991 dans le comté de Wayne. 24 ans plus tard, à la prison de Saginaw, à Freeland, Steven Sandison a décidé de doubler le nombre de ses victimes en assassinant son compagnon de cellule, Theodore Dyer. Theodore Dyer, 67 ans, purgeait une peine de 25 à 50 ans de prison pour comportement sexuel criminel au premier degré sur une fillette de 9 ans. Si vous ne le savez pas, il s'agit du pire des pires, puisqu'il y a pénétration et qu'il s'agit de l'infraction sexuelle la plus grave. Voici ce que Steven Sandison avait à dire sur ce qu'il avait fait. Vous savez, depuis que tout cela est arrivé, c'est un peu... Les gens pensent que je suis une sorte de héros. En fait, ce n'est pas le cas. J'ai simplement fait ce que je pensais être le mieux dans le temps qui m'était imparti. Il est de notoriété publique que les délinquants sexuels et les agresseurs d'enfants ont la durée de vie la plus courte en prison. Bon nombre d'entre eux trouvent la mort entre les mains de leurs co-détenus. S'ils ne sont pas brutalement battus ou mutilés, ils sont assassinés dans leur cellule ou quelque part dans la cafétéria de la prison. C'est ainsi que fonctionne le système pénitentiaire. Les criminels dont les crimes impliquent des enfants et des femmes sont généralement placés en détention préventive. Cela s'explique par le fait que ce genre de choses se produit assez souvent. La plupart des criminels endurcis n'aiment pas faire du mal aux enfants. Après le meurtre de Dyer, Sandison a été arrêté par les gardiens de la prison et emmené là où il a été interrogé. Il m'a dit pour quelle raison il était en prison. Il a été accusé d'avoir violé une fillette de 11 ans. Et il a été condamné à 25 ans de prison pour cela. Et tu sais que je lui ai dit que ça suffisait. Je ne veux plus rien entendre. J'ai commencé par lui donner quelques coups de poing. Il ne veut toujours pas se taire. Theodore Dyer ne s'est pas tu pour autant. Il a continué à expliquer qu'il avait été piégé et qu'il n'avait pas vraiment agi. Or, peu de gens peuvent écouter aussi longtemps les divagations d'un délinquant sexuel présumé. Après que Sandison l'a frappé, voici ce qui s'est passé. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il voulait expliquer qu'il ne l'avait pas fait, qu'il a été piégé et tout ce qui s'ensuit. Et je ne sais pas, je me suis mis en colère. Je l'ai frappé et je l'ai tué. Quand j'ai frappé, je l'ai frappé et je l'ai mis KO. Et puis j'ai enlevé les lacets de ses chaussures, les a attachés ensemble et l'a enroulé autour de son cou. Et les a étranglés. Il a ensuite décrit ce qu'il a fait immédiatement après avoir tué son compagnon de cellule.
Une fois que j'ai eu fini, je veux dire que j'étais conscient de ce que je faisais, tu sais, et puis je l'ai mis sur son lit. Je l'ai recouvert, j'ai grimpé dans mon lit et je me suis endormi. L'interrogateur lui demande ensuite ce qu'il a fait de l'arme du crime, et il répond honnêtement, déclarant que son séjour prolongé en prison l'a empêché de penser rationnellement. Qu'est-il arrivé aux lacets? Les a jetés dans les toilettes. Ok, maintenant ces lacets sont sortis des chaussures de Ted. Et quand vous avez eu fini, vous avez tiré la chasse d'eau. Pourquoi faire cela? Parce que je suis un idiot, je ne sais pas. Je veux dire que vous savez que je ne pense pas comme il faut. Je suis en prison pour la plus grande partie de ma vie. Mon raisonnement n'est donc pas vraiment rationnel. Lors de son audience devant le Chief Circuit Judge, Fred L. Borchard, Sandison, âgé de 51 ans, s'est adressé poliment au juge en l'appelant « Monsieur » pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à tuer son compagnon de cellule. À la demande du juge Borchard, Sandison a d'abord répondu aux questions de son avocat, James Gust, afin d'établir une base factuelle pour expliquer pourquoi il a plaidé coupable de meurtre au second degré. Depuis le moment où il a commis le meurtre jusqu'au procès lui-même, il semble que Steven Sandison était prêt et heureux de recevoir sa peine, presque comme s'il la voulait et la suppliait. Jetons un coup d'œil à la procédure. Je l'ai tué parce que c'était un pédophile. Mais vous l'avez bel et bien tué? Bien sûr. Et vous aviez l'intention de le faire? Bien sûr. Oui. Si vous le permettez, j'aimerais vous dire où cela a commencé. Allez-y. Très bien. Nous étions. Il était mon camarade de lit, et j'avais découvert qu'il était en prison pour attouchement d'enfants. Il est ensuite entré dans les détails devant le juge et l'ensemble du palais de justice. Cette nuit-là, il essayait de justifier son geste. Et je lui ai dit de se taire, et il devra partir demain matin pour trouver une nouvelle cellule. Mais il a continué à en parler, à essayer de le justifier. Il était un peu plus grand que moi, alors je me suis couché, et je l'ai frappé au visage plusieurs fois, et quand il est tombé, j'ai enroulé une corde autour de son cou, et je lui ai ôté la vie. Il a décrit son action comme un simple rendez-vous entre Theodore Dyer et Dieu. Je ne sais pas, mais je reçois des courriels qui disent « Vous savez qu'il ne m'appartient pas de juger qui que ce soit. » Je tiens à préciser que je ne l'ai pas jugé. Vous savez que je sais que Dieu est le seul juge que nous ayons. Je viens de fixer le rendez-vous. Le juge Borchard, sans autre commentaire, a condamné Sandison à la peine maximale d'une peine supplémentaire d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle qui s'ajoute à sa peine précédente d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Comment voulez-vous plaider le deuxième chef d'accusation de meurtre au deuxième degré? Coupable? Oui, monsieur SCE, de manière libre et volontaire? Oui. Vous le faites parce que vous êtes coupable? Oui, monsieur. L'avocat de monsieur Sandison, James Gust, a déclaré que la peine infligée à monsieur Sandison était sujette à débat, car, en vertu de la loi du Michigan, monsieur Sandison doit purger sa peine pour le meurtre de monsieur Dyer, consécutivement à sa peine actuelle de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Avant de pouvoir commencer cette peine, il doit mourir et revenir à la vie, a déclaré M. Gust. Pensez-vous que vous méritez la peine de mort? Je pense donc que je crois, dans une certaine mesure, au principe œil pour œil. Je sais comment je réagirais si quelqu'un tuait une personne que j'aime. Bienvenue au tribunal du comté de Clark à Las Vegas, Nevada, où Scott Dozier a été inculpé de meurtre au premier degré pour la mort de Jeremiah Miller, 22 ans, dont il avait scié le corps en morceaux et l'avait placé dans une valise. Il avait également été condamné pour meurtre au second degré dans une autre affaire, en Arizona, en 2005. Le 18 avril 2002, Jeremiah Miller a rencontré Dozier dans un motel du Strip de Las Vegas. Dozier a promis d'aider Miller à se procurer de l'éphédrine, un composant clé dans la fabrication de la méthamphétamine. Miller avait apporté 12 000 $ en espèces sonnantes et trébuchantes à cette fin. À l'arrivée de Miller au motel, Dozier l'a tué. Il a ensuite découpé manuellement le corps de Miller en plusieurs morceaux, a mis la plupart d'entre eux dans une valise et s'en est débarrassé près d'un complexe d'appartements dans l'ouest de Vegas. La valise a été découverte par un ouvrier quelques jours plus tard. Malheureusement, sa tête et ses bras démembrés n'ont jamais été retrouvés. Dozier a été arrêté 2 mois après l'incident à Phoenix, en Arizona. L'enquête de la police a révélé que Dozier s'était mis à dépenser sans compter après avoir prétendument volé les 12 000 $ de Miller, en disant à ses amis qu'il avait gagné le gros lot dans un casino. Par la suite, il a également été associé au meurtre de Jason Griffin Green en 2001, dont les restes décomposés ont été retrouvés dans le désert, au nord de Phoenix. Dozier aurait abattu Green parce que ce dernier menaçait de dénoncer le trafic de méthamphétamine de Dozier. Doug Powell, un ancien associé de Dozier dans le domaine de la drogue, a informé la police du meurtre de Green et a avoué que lui et un autre homme avaient aidé Dozier à se débarrasser des restes de Green. Au cours de son procès pour le meurtre de Miller, Dozier a fait valoir qu'il n'y avait pas de preuves matérielles pour prouver qu'il avait assassiné Miller. Toutefois,
L'accusation a fait valoir que Dozier avait parlé de ces meurtres à plusieurs témoins. Un témoin a affirmé avoir vu le corps décapité de Miller dans la chambre d'hôtel de Dozier, ainsi qu'une scie électrique et d'autres outils. Les psychologues qui ont évalué Dozier lors de sa condamnation ont conclu qu'il présentait des traits de personnalité antisociale et des tendances narcissiques telles que l'arrogance, le charme superficiel, la manipulation et un sentiment grandiose de sa propre valeur. Dozier a été condamné à une peine de 22 ans pour le meurtre de Green. Il a ensuite été extradé vers le Nevada, où il a été jugé pour le meurtre de Miller, et a été reconnu coupable du meurtre en septembre 2007. Il a été condamné à la peine de mort. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait que commencer. Après avoir passé 10 ans en prison, Dozier a volontairement renoncé à ses appels et a écrit une lettre à la juge de district Jennifer Togliatti pour lui demander d'accélérer son exécution. Lors d'une audience en 2017, la juge Togliatti a signé l'arrêt de mort de Dozier, permettant ainsi son exécution. Je vous écrirai volontiers une lettre chaque semaine. Je vous signale simplement que rien n'a changé entre-temps. Je l'écrirai chaque dimanche. L'appel qu'il a interjeté pour accélérer son exécution n'a cessé d'être retardé pour l'une ou l'autre raison. À la suite d'une audience ultérieure, l'exécution de Dozier a été repoussée d'1 mois, le ministère de l'administration pénitentiaire ayant programmé l'exécution par injection létale pour le 14 novembre à 20h. Toutefois, à la demande de ses avocats, ceux-ci ont proposé de faire appel du plan d'injection létale, car le cocktail de médicaments que l'on voulait injecter à Dozier risquait d'être raté. Je pense que la seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que personne ne veut d'une exécution bâclée. Après avoir entendu un anesthésiste, la défense a craint que l'un de ces médicaments, un paralysant, n'entraîne l'étouffement de Dozier. Mais le juge a dit ceci à propos du processus d'injection. Il n'y a pas de problème avec le protocole tel qu'il se présente actuellement, s'il est bien fait, si le dosage est bien fait, si l'administration est bien faite. Mais la défense a répliqué en citant le cas d'une autre exécution survenue en 2014 en Arizona. L'injection létale de Joseph Wood a duré plus de 2 heures. Certains témoins ont décrit Wood comme haletant et luttant pour sa vie, ce que l'équipe de Dozier tente d'éviter. Mais curieusement, lorsque Scott Dozier a été interrogé sur ses effets secondaires du médicament, il n'en a pas été perturbé, signe d'un homme qui veut simplement mourir et quitter le monde pour de bon. Le midazolam est le médicament qui a été impliqué dans toutes ces exécutions ratées. Ces hommes ont eu du mal à respirer et ont souffert pendant plus d'1 heure. D'après ce que j'ai compris, il s'agit des effets secondaires du midazolam. Le midazolam provoque des crispations, des battements d'ailes et de la toux. En fait, j'allais en parler à ma mère et lui dire d'écouter. Pour votre information, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit que cela se produit avec le midazolam, donc ne prenez pas cela comme une indication. Que je passe un mauvais moment, tu vois ce que je veux dire? Vous attendez-vous à ce que cela se produise? Oui, et vous êtes d'accord avec ça? Je m'en fiche, je ne me lèverai pas de cette putain de table. Après avoir parlé des drogues, on lui a demandé son avis sur la peine de mort, et sa réponse a été celle de quelqu'un qui l'a aimé et embrassé. Croyez-vous en la peine de mort? Vous savez, je suis ambivalent à ce sujet parce que je pense que s'il y a un mal qui a besoin d'être tué, je veux dire que si c'est la réponse à la question, les gens devraient pouvoir le faire. Mais je suis également opposé à ceux que des gouvernements, quels qu'ils soient, tuent leurs citoyens. Vous êtes donc reconnaissant que ce soit légal ici? Oui, c'est assez complet, n'est-ce? Après lui avoir demandé son avis sur la peine de mort, la question suivante était de savoir s'il la méritait. Pensez-vous que vous méritez la peine de mort? Si la famille de Jeremiah Miller pense vraiment que je l'ai tué, il devrait avoir la possibilité de me tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Et, donc je suppose que je crois dans une certaine mesure, île pour œil. Je sais comment je réagirais si quelqu'un tuait une personne que j'aime, et j'étais sûr qu'il l'avait fait. Après avoir été programmé pour être exécuté en 2018, l'exécution a de nouveau été reportée. Cette fois, c'était en réponse à une contestation de la société pharmaceutique Alvogen, basée dans le New Jersey, qui ne voulait pas que son produit, le midazolam, soit utilisé dans les exécutions. Si l'exécution s'était déroulée comme prévu, Dozier aurait été le premier détenu exécuté par l'État du Nevada depuis plus de 10 ans. Après de multiples reports de son exécution, l'état mental de Dozier s'était détérioré, selon ses avocats. Il a été placé sous surveillance anti-suicide pendant plusieurs mois. Le 5 janvier 2019, Dozier a été retrouvé mort dans sa cellule du couloir de la mort à la prison d'État d'Ely, dans le Nevada. Les agents pénitentiaires l'ont trouvé pendu à un drap de lit attaché à une bouche d'aération de la cellule. Il voulait tellement être exécuté qu'il a pris les choses en main. Il n'a jamais été question d'essayer de se libérer. Je n'ai jamais voulu la liberté, franchement. Je voulais la mort pour moi. Nous sommes dans le Wisconsin, au palais de justice du comté de Milwaukee,
Pour la condamnation du monstre de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, il a été inculpé de 16 meurtres au premier degré, de 2 troubles à l'ordre public, d'agression sexuelle au second degré et d'incitation d'un enfant à des fins immorales. 3 semaines après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Dahmer commet son premier meurtre. Il a pris en stop un jeune homme de 19 ans, Stephen Mark X. Il l'a attiré chez lui sous prétexte de boire. Après plusieurs heures passées à parler, à boire et à écouter de la musique, X a voulu partir, mais Dahmer ne l'a pas voulu. Dahmer a frappé X avec un haltère et il est tombé inconscient. Dahmer l'a ensuite étranglé avec la barre de l'haltère. Dahmer a traîné le corps au sous-sol et le lendemain, il a disséqué le corps de X. En janvier 1979, Dahmer s'est engagé dans l'armée américaine à l'instigation de son père. Il suit une formation de base avant de devenir médecin spécialiste. Mais en raison de son abus d'alcool, ses performances militaires se sont détériorées et, en mars 1981, il a été jugé inapte au service militaire avant d'être réformé. 6 ans plus tard, Dahmer résidait chez sa grand-mère à West Allis, où il a rencontré un jeune homme de 25 ans originaire du Michigan, Stephen Tuomi. Ils se sont rencontrés dans un bar et l'ont persuadé de retourner à l'hôtel Ambassador de Milwaukee, où Dahmer avait loué une chambre pour la soirée. Dahmer a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de tuer Tuomi, mais plutôt de le droguer et de s'allonger à côté de lui, pendant qu'il explorait son corps. Dahmer s'est réveillé le lendemain matin et a trouvé Tuomi allongé sous lui dans le lit, la poitrine meurtrie et écrasée. Dahmer a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir tué Tuomi. Il s'est débarrassé du corps de Tuomi à l'aide d'une grande valise dans laquelle il a transporté le corps jusqu'au domicile de sa grand-mère. Quelques jours plus tard, il a démembré la tête, les bras et les jambes du torse en coupant la chair et en la plaçant dans des sacs poubelles en plastique. Le processus de démembrement complet a pris environ 2 heures à Dahmer. Il s'est débarrassé de tous les restes de Tuomi, à l'exception de la tête coupée qu'il a fait bouillir dans du détergent industriel et de l'eau de Javel, afin de conserver le crâne, dont il a commis des actes inexplicables sur le corps de Tuomi. La mort de Tuomi n'était pas planifiée, mais il s'agissait d'un incident décisif, à la suite duquel il n'a même plus essayé de contrôler ses compulsions et ses obsessions. Il a commencé à rechercher activement des victimes, qu'il rencontrait pour la plupart dans des bars gays ou à proximité, et qu'il attirait généralement au domicile de sa grand-mère. Il droguait ses victimes avant ou peu de temps après avoir eu des rapports sexuels avec elles. Une fois qu'elles étaient endormies ou inconscientes, il les tuait par strangulation. Il a continué ainsi jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 1991. Le procès de Dahmer s'est ouvert le 30 janvier 1992. Il a été inculpé à Milwaukee de 16 chefs d'accusation de meurtre au premier degré devant le juge. Les avocats ont débattu de la question de savoir s'il souffrait d'un trouble mental ou d'un trouble de la personnalité. L'accusation a affirmé que ces troubles ne privaient pas Dahmer de la capacité de résister à ses pulsions. L'accusation a également témoigné de la conviction que Dahmer ne souffrait d'aucune maladie mentale ni d'aucune déficience au moment où il a commis les meurtres. Il a décrit Dahmer comme une personnalité calculatrice et rusée, capable de faire la différence entre le bien et le mal, de contrôler ses actes et dont la compulsion l'emportait sur la morale. La Cour s'est réunie à nouveau 1 mois plus tard pour entendre le verdict. Dahmer a été jugé sain d'esprit et ne souffrant pas d'une maladie mentale au moment de chacun des meurtres pour lesquels il a été jugé. L'avocat de Dahmer a annoncé que son client souhaitait s'adresser à la Cour. Face au juge, Dahmer a lu une déclaration préparée par lui-même et sa défense. Il a admis qu'il ne méritait pas la liberté et qu'il souhaitait être condamné à mort. Votre honneur, c'est terminé maintenant. Il n'a jamais été question d'essayer de se libérer. Je n'ai jamais voulu la liberté, franchement. Je voulais la mort pour moi. Je sais que mon séjour en prison sera terrible, mais je mérite tout ce que j'obtiens. À cause de ce que j'ai fait, merci, votre honneur. Et je suis prêt pour votre sentence, ce qui, je le sais, sera le maximum que je puisse demander sans contrepartie. Il a en effet été condamné à la peine maximale, à savoir la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit un total de 941 années d'emprisonnement. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salle d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.